Ils m'ont dit que je n'avais plus ma place, que leur nouvelle maison de rêve, pour laquelle je leur avais viré les 180 000 € de l'assurance vie d'Armand, n'avait soudain plus de pièces pour moi. Mon fils, Thomas, et sa femme Chloé, se tenaient là, l'air posé, me disant de partir. Ce qu'ils ignoraient, c'est que cette maison de rêve allait devenir leur pire cauchemar, car j'en détenais toujours le titre de propriété. Ils m'ont dit que je n'avais plus ma place. Je me souviens de l'odeur fraîche de sueur et de peinture neuve qui flottait encore dans l'air. Mes 2 valises usées étaient posées près de la porte d'entrée, contrastant fortement avec le hall rutilant et minimaliste. À côté d'elle, soigneusement appuyée contre l'une, une seule photo défraîchie d'Armand, son sourire figé dans le temps. J'étais arrivée avec un espoir aussi fragile que du verre filé, un désir silencieux de lien après son décès. La veille, j'étais restée à la banque, la main ferme, environ 180 000 € à Thomas. C'était la totalité de l'assurance vie d'Armand, chaque centime. « C'est ton avenir », lui avais-je dit au téléphone, la voix empreinte de la conviction d'une mère. « C'est la stabilité de notre famille. » Lui et Chloé, sa nouvelle femme, s'étaient vu refuser le crédit immobilier. Chloé m'avait accueilli sur le seuil avec une accolade qui semblait répétée, presque trop empressée, comme tirée d'un film à l'eau de rose. On n'oubliera jamais ça, Éléonore. Avait-elle gazouillé, les yeux vifs, mais filant rapidement au-delà de moi vers mes valises. Tu auras toujours une maison chez nous. Thomas, mon fils, m'avait donné un rapide baiser sur la joue, déjà distrait par les cartons, encore déballés dans le salon. Tu n'auras plus jamais à lever le petit doigt, maman. Les mots flottaient dans l'air, une promesse qui sonnait creux même à l'époque. Leur maison était une étude de la stérilité moderne, des murs blancs qui résonnaient, des sols gris qui semblaient absorber toute chaleur, et une cuisine qui avait l'air de n'avoir jamais connu le joyeux désordre d'une casserole brûlée. Ma chambre était en bas, une suite d'invités désignés. Elle n'avait pas de placard, offrait seulement un lit simple et une demi-salle de bain sans douche. Pourtant, je ne me suis pas plainte. Je trouvais un petit réconfort dans le bourdonnement rythmique de leur vie quotidienne. Les faibles bruits de mouvement à l'étage. C'était un nouveau genre de calme. Mais au moins ce n'était pas le silence de la vraie solitude. Thomas m'a même préparé du café les premiers temps matins. Un rituel éphémère qui s'est vite estompé. Chloé, avec un soupir à faire tourner le lait, m'a appris à utiliser leur thermostat Wi-Fi. Sa patience visiblement à bout chaque fois que je m'embrouillais avec l'écran élégant. Nous avons dîné ensemble une seule fois, tous les 3 autour d'une table qui semblait toujours trop grande, trop vide. Dès la 2e semaine, l'atmosphère a commencé à changer. La gentillesse décontractée s'est amenuisée, remplacée par un malaise subtil et rampant. J'ai commencé à entendre des choses, pas des mots directs, mais des chuchotis d'agressivité passive. Au téléphone, Chloé plaisantait avec ses amis sur le fait de vivre avec 2 enfants et une grand-mère. Son rire cassant. Thomas, quand je lui ai demandé si je pouvais installer une petite étagère dans la buanderie, n'a pas répondu. Il a juste poussé un long soupir théâtral, qui en disait long. Puis sont venus les petits changements délibérés. Des petites piqûres d'épingle destinées à me faire sentir moins bienvenue, moins partie prenante de leur foyer. Le réfrigérateur d'en haut, où je gardais parfois mes fruits rouges frais, affichait soudain un cadenas. Préparation des repas, a expliqué Chloé, son regard inexpressif. Quelques jours plus tard, Thomas a déménagé le modem dans son bureau à l'étage, sans un mot. Mon Netflix, ma petite échappatoire du soir, a cessé de fonctionner pendant 3 jours. J'étais assise sur mon lit simple, tripotant la télécommande, l'écran obstinément noir, un nœud se serrant dans mon estomac. Un soir, alors que je marchais vers la cuisine,
Le murmure bas de leur voix a dérivé du coin de la pièce. J'ai ralenti, ma main posée sur le papier peint frais et impersonnel que je les avais aidés à choisir 6 jours plus tôt. La voix de Thomas, basse et urgente, a traversé le silence. Elle ne partira pas si on continue d'être gentil. Il faut la pousser dehors sans faire de scandale. Une vague de froid m'a envahi, engourdissant mes mains. Puis la réponse de Chloé, plus tranchante, plus froide. Elle ne cédera pas sa part tant qu'elle ne se sentira pas indésirable. Mets-la mal à l'aise. Elle partira d'elle-même. Je suis restée là figée, fixant le papier peint que j'avais aidé à choisir. Mon fils, mon seul fils, complotant pour me forcer à partir, pour une chambre d'enfant, pour plus d'espace, pour leur propre confort. La blessure n'était pas nouvelle. Elle ne faisait que se rouvrir, plus profonde qu'avant. Mes sacrifices passés, les années consacrées à sa vie, me semblaient au maintenant comme des cendres. Ce soir-là, j'ai préparé du poulet Alfredo, le plat préféré de Thomas, l'odeur crémeuse emplissant la cuisine froide et moderne. Ni l'un ni l'autre ne sont venus à table. Chloé a marmonné quelque chose à propos d'avoir déjà mangé. Thomas est resté à l'étage, grommelant à propos de son travail. Je me suis assise seule, la vapeur montant de mon assiette, et j'ai mangé lentement. Chaque bouchée était un souvenir de l'avoir élevé. Les matchs de football, les dents de lait perdues, les urgences, des heures interminables avec des professeurs. Chaque carte d'anniversaire qu'il avait jamais dessinée, soigneusement rangée dans une boîte à chaussures, était toujours dans ma valise. Une relique d'un amour qu'il semblait maintenant ignorer. J'étais un obstacle, un calcul dans leur grand plan. Le lendemain matin, la confrontation est arrivée, avec la précision tranquille de la lame d'un chirurgien. J'étais à l'évier, lavant une poignée de fraises rouges vifs. Cette banalité domestique contrastant fortement avec la tempête qui se préparait. Chloé est entrée, les bras croisés sur sa poitrine, le visage soigneusement vide, dépourvu de toute chaleur. « Éléonore » a-t-elle commencé, sa voix mesurée. « Nous pensons qu'il est temps que tu cherches quelque chose de plus permanent, juste ton propre espace, tu sais, pour ton confort. » Ces mots étaient doux. Pourtant, ils portaient le poids d'un avis d'expulsion. Thomas est entré un instant plus tard, sirotant son café, ses yeux évitant les miens, comme si rien d'anormal ne se passait. « Nous n'avons plus de place pour toi, maman, » a-t-il dit, sa voix plate, dénuée d'émotion. « Tu dois partir, juste comme ça. » J'ai essuyé mes mains sur un torchon, le coton rêche abrasif contre ma peau. Je me suis tournée pour leur faire face, mon propre visage soigneusement composé. Un sourire, pas large, pas faux, juste immobile, effleurant mes lèvres. « D'accord, » ai-je dit, ma voix stable, me surprenant moi-même. « Je serai partie d'ici ce soir. » Chloé a cligné des yeux, une lueur de surprise dans son regard. Thomas s'est contenté de hocher la tête, comme s'il venait de terminer une tâche de travail fastidieuse. « Merci, maman, » a-t-il dit, se détournant déjà, me congédiant. Il croyait avoir gagné. Il pensait que j'étais une femme discrète, facilement manipulable, qui s'effacerait simplement dans la nuit. Je suis allée dans ma chambre. Mes mains se sont déplacées avec une précision méthodique que je ne me connaissais pas. J'ai emballé tout ce que j'avais. Mes quelques vêtements, la photo d'Armand, un livre de poche que je n'ai jamais terminé. Et tout au fond de ma valise, enfoui sous des pulls et des chaussettes USA, gisait le dossier rouge, le titre de propriété de la maison. Mon nom y figurait, clair et indéniable, à côté de celui de Thomas, copropriétaire à 49%. Je n'ai pas dit au revoir. J'ai simplement commandé un taxi et suis sortie, quittant la maison moderne et stérile, sans un regard en arrière. Mais je savais quelque chose qu'ils ignoraient. Cette maison, leur rêve,
était maintenant leur bombe à retardement et je venais d'allumer la mèche. Le trajet en taxi jusqu'à l'appart-hôtel fut silencieux, le bourdonnement du moteur étant le seul son. J'étais assise à l'arrière, serrant ce dossier rouge, ses coins s'enfonçant dans ma paume comme une marque au fer rouge. Il me semblait être un nouveau-né, fragile, mais puissant. J'avais réservé la chambre une semaine plus tôt. Une prémonition. Un murmure silencieux qui m'avait exhortée à être prête. L'appart-hôtel était propre mais triste. Son tapis délavé et sa lampe clignotante reflétant l'épuisement qui s'installait dans mes os. J'ai payé en espèces pour 3 nuits. J'ai refusé le ménage. Je ne voulais pas que quiconque voie le peu que je possédais. Cette nuit-là, je me suis allongée sur le lit rigide, la télévision muette, le titre de propriété posé sur ma poitrine comme un bouclier. Je n'étais pas en colère. Je n'étais même pas surprise. J'en avais juste assez. Et le véritable règlement de compte était sur le point de commencer. Le silence dans la chambre d'appart-hôtel bourdonnait d'un pouvoir différent. Je m'allongeais sur le lit rigide, la télévision muette, le dossier rouge contenant le titre de propriété, serré contre ma poitrine, comme un bouclier. La chambre sentait légèrement la vieille solution de nettoyage et les aliments frits. Je n'étais pas en colère. Je n'étais même pas surprise. Seule une certitude tranquille et froide s'était installée au plus profond de mes os. J'en avais simplement assez. Il m'avait pris ma dignité, ma maison supposée, ma voix. Maintenant, c'était à mon tour de récupérer ce qui m'appartenait. Le lendemain matin, le centre d'affaires de l'appart-hôtel est devenu mon premier champ de bataille. J'ai inséré le titre de propriété dans l'imprimante, observant les copies en sortir, nettes et neuves. 5 feuilles. Une pour moi, une pour un avocat si cela devait arriver. 3 juste au cas où quelqu'un douterait de ma portée. J'avais besoin de preuves. J'avais besoin de preuves tangibles du pouvoir invisible, que je détenais encore. J'étais à la moitié d'un café fade de restaurant. Sa chaleur un petit réconfort. Lorsque le numéro inconnu a clignoté sur mon téléphone. Mon pouce a hésité un instant, mais quelque chose m'a poussé à répondre. « Madame Delorme ? Une voix d'homme ? Polie ? Professionnelle. Mon nom est Marc, financement privé régionaux. Vous êtes répertorié comme copropriétaire du 124, Allée des Charmes. » Mon cœur s'est arrêté, puis a repris avec un battement lent et délibéré. « Oui, » ai-je dit avec prudence. « Y a-t-il un problème ?» Marc s'est raclé la gorge. Un petit bruit nerveux. Il y a eu un défaut de paiement. Votre fils, Monsieur Thomas Delorme, a contracté un prêt professionnel de 95 000 € en utilisant la maison comme garantie. Les paiements n'ont pas été effectués depuis des mois. Il est en rupture de contrat. La procédure de saisie immobilière débute ce vendredi. Les mots ont frappé, net et précis. Thomas. Un prêt secret. Le silence complice de Chloé, ou peut-être une dangereuse ignorance. Les 2 options me tordaient au l'estomac. Marc était ferme. Je pouvais l'arrêter, le rembourser, ou libérer ma créance. J'ai demandé les documents. Ils sont arrivés rapidement. Je les ai imprimés. Puis j'ai sorti le même stylo bleu que j'avais utilisé pour signer la première autorisation de sortie scolaire de Thomas des décennies plus tôt. Ma main, étonnamment ferme, a écrit mon nom, lentement, délibérément, sur chaque ligne requise. J'ai scanné et renvoyé. Marc a rappelé dans l'heure. La saisie immobilière va aller de l'avant, a-t-il confirmé. Merci, Madame Delorme. Je n'ai rien dit, j'ai raccroché et éteint mon téléphone. Thomas était sur le point d'apprendre ce que cela faisait d'être laissé sans avertissement. Une tempête silencieuse se préparait et je détenais la foudre. Avez-vous déjà ressenti ce basculement silencieux, lorsque la résignation se transforme en une détermination inattendue?
Le silence était mon arme la plus acérée. Je n'ai rien dit à personne. Pas une âme. Je n'ai pas posté un seul mot en ligne. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas cherché à appeler ma sœur, ni à rejoindre le bavardage de mon groupe paroissial. Je suis juste restée dans cette chambre d'appart-hôtel à écouter la profonde immobilité autour de moi. Une immobilité que je n'avais pas vraiment connue depuis des années. Pendant trop longtemps, ma vie avait été remplie du bruit de leurs attentes, de leurs exigences, de leurs affronts à peine voilés. Pendant trop longtemps, on m'avait refusé la dignité tranquille de mon propre espace, de ma propre voix. Maintenant, dans cette humble pièce, je l'avais enfin. Cet après-midi-là, j'ai marché les 2 pâtés de maison jusqu'à une petite épicerie. Les néons bourdonnaient, agressifs pour mes yeux. J'ai acheté des crackers au beurre de cacahuète, un bocal de café soluble et une petite bouteille de vin bon marché. Des choses simples, mais elles avaient l'air d'une célébration. Cette nuit-là, je me suis assise sur le bord du lit rigide de l'appart-hôtel, la télévision muette, et j'ai versé un petit verre. Je l'ai levé, non pas pour la vengeance, non pas pour la victoire, mais pour moi-même, pour enfin réaliser que je ne serai plus jamais traitée comme une membre de la famille, pas de la manière qui comptait vraiment. Alors autant commencer à me traiter comme une personne qui comptait. Mon estime de soi, une braise silencieuse que j'avais nourrie pendant des décennies, a finalement commencé à luire d'une chaleur constante et certaine. À 800 piles le lendemain matin, mon téléphone a vibré. Un message de Thomas. « As-tu annulé quelque chose avec la maison ? On vient de recevoir une drôle de lettre d'un prêteur. » Je l'ai lu. J'ai posé le téléphone. Je n'ai pas répondu. 3 heures plus tard, un autre SMS est arrivé. « Il y a un avis sur la porte. Appelle-moi. » Toujours rien. L'écran est resté sombre. À 15h17, le nom de Chloé a clignoté à l'écran. « Éléonore, s'il te plaît, on ne comprend rien. Dis-nous juste ce qui se passe. » Mes doigts se sont resserrés autour du téléphone. Je ne voulais pas être cruelle, mais je devais rester saine d'esprit. Si j'entendais une de plus de leurs fausses supplications, une de plus de leurs confusions fabriquées de la part de la femme qui avait méticuleusement tenté de m'effacer, je risquais d'oublier que le silence, parfois, est l'arme la plus tranchante de toutes. Alors j'ai éteint le téléphone. La chambre a replongé dans son silence béni. L'avis de saisie est arrivé plus vite encore que Marc ne l'avait prédit. Moins de 48 heures après que j'ai envoyé l'acte de libération signé, une lettre orange vif était scotchée à la porte d'entrée du 124, allée des Charmes. Je ne l'ai pas vue moi-même, bien sûr. Je n'en avais pas besoin. La panique, vive et publique, a éclaté sur les réseaux sociaux. Chloé a posté un message frénétique sur le groupe Facebook du quartier « Urgent, notre maison est la cible d'une arnaque. Partagez des ressources si vous connaissez des avocats spécialisés en saisies immobilières. » La pure ironie de la situation m'a fait rire pour la première fois depuis des jours. Un rire sec et amer dans la chambre silencieuse de l'appart-hôtel. J'étais assise là, sirotant un café d'appart-hôtel dans un gobelet en carton léger, faisant défiler en silence son effondrement public. Les commentaires affluaient, un flot numérique de préoccupations et de confusion. D'anciens collègues, des voisins, même David, un ami d'université de Thomas. « Que s'est-il passé ? On peut t'aider ? Je pensais que vous alliez si bien. » Chloé répondait à chacun comme une politicienne désespérée, ne répondant jamais directement, se contentant de transformer cela en vague épreuve. « Nous sommes trahis par quelqu'un en qui nous avions confiance », a-t-elle écrit, ces mots dégoulinant de fausse vulnérabilité. Quelqu'un qui aurait dû nous protéger. C'est alors que la comédie a basculé vers quelque chose de plus sombre, d'insidieux. En quelques heures,
Mon propre téléphone a recommencé à vibrer, avec des messages de personnes à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Ma cousine Sophie, une femme de mon ancienne paroisse, la sœur d'Armand, tous demandant la même chose. Éléonore, que se passe-t-il? Chloé avait tout monté. Elle m'avait dépeinte comme la méchante, la traîtresse. Elle n'avait pas mentionné les 180 000 € que j'avais virés, ni les chuchottis cruels, ni la façon dont il m'avait forcé à partir, ni le prêt secret que Thomas avait contracté dans mon dos. Elle a simplement joué la victime, tissant un récit conçu pour dresser mon monde contre moi. Et Thomas, mon fils, a redoublé d'efforts. Il a publié une vieille photo de nous, lui et moi quand il avait 5 ans, mangeant de la glace sur un parking, le visage barbouillé de chocolat, avec la légende « C'est dur quand les personnes qui vous ont élevé finissent par se retourner contre vous. » Pas de nom, pas de tag, juste de la pure manipulation. Mais je savais à qui c'était destiné. Les proches, les connaissances communes, les gens en périphérie de l'histoire qui rempliraient par les blancs avec leur propre culpabilité, leur honte et leurs suppositions. J'étais effacée en temps réel. Mon essence même, mon récit, réécrit pour la consommation publique. Et je savais que ce n'était que le début de leur spectacle public, une performance qui exigerait bientôt un public. Mais quel genre de silence allais-je choisir ensuite? Quelle vérité cachée leur mensonge public révélerait-il? Ils voulaient une confrontation. Je leur ai offert le silence. J'ai pensé à me défendre. Mes doigts ont plané au-dessus de mon téléphone, impatients de publier l'acte notarié, la preuve indéniable du prêt secret de Thomas. Les textes cruels de Chloé. Je pouvais exposer leurs mensonges, démanteler leurs récits, soigneusement élaborés pièce par pièce, laisser la vérité exploser sur leur profil impeccable des réseaux sociaux. Mais alors, un souvenir, doux comme la poussière, s'est posé sur moi. La voix de mon père, claire comme s'il était encore à mes côtés. Ne te bats pas avec des gens qui se roulent dans la boubou, Éléonore. Tu ne feras que te salir, et ils en profiteront. Ces mots, autrefois un simple conseil, ressemblaient maintenant à un avertissement profond, une boussole dans les eaux troubles de la trahison. Alors je suis restée silencieuse. Je ne me roulerai pas dans leur boue. La chambre d'appart-hôtel, avec sa moquette fanée et sa lampe clignotante, restait mon sanctuaire. J'écoutais le léger bourdonnement du mini-frigo, les bruits lointains de la circulation, et j'attendais. J'attendais l'inévitable. Cela vint quelques heures plus tard. Un appel téléphonique d'un numéro inconnu. Mon cœur rata un battement, puis reprit son rythme régulier. C'était le service de police municipale. Un homme poli nommé agent Dubois. « Madame Delorme », dit-il d'une voix calme et professionnelle. « Ceci est juste un appel de courtoisie. Une expulsion officielle est prévue à l'adresse de l'allée des Charmes, ce vendredi à 10h. Votre présence n'est pas requise puisque vous avez déjà signé. Mais nous voulions vous informer, en tant que partie inscrite. » Je l'ai remercié, ma voix stable, ne trahissant aucune émotion. Je n'ai pas demandé de détails. Je n'en avais pas besoin. La connaissance flottait dans l'air, froide et définitive. Cette nuit-là, le sommeil m'a fui. Je suis restée éveillée, fixant l'écran de télévision muet, imaginant tout. Thomas trébuchant vers la porte en survêtement, son visage un masque d'incrédulité. Chloé, les larmes coulant sur son visage, serrant une boîte d'affaires sur le porche. Leur vie soigneusement mise en scène, se déversant sur la pelouse impeccablement tondue, réduite à des sacs poubelles. Et pourtant, aucune satisfaction ne fleurissait en moi. Seulement une profonde immobilité, une acceptation tranquille. Ils avaient que choisi cela. Chaque étape. Le vendredi arriva.
Je suis restée dans ma chambre, les rideaux fins de l'appart-hôtel tirés contre la lumière du matin. J'ai préparé du porridge au micro-ondes, la chaleur familière un petit réconfort contre le froid ambiant. J'ai attendu. À 10h42, mon téléphone a vibré. Pas d'appelante identifiée, seulement un message vocal. Je l'ai écouté une fois, le tranchant brut de la fureur de Thomas transperçant les grésillements. Puis une deuxième fois, pour absorber chaque mot. Je ne sais pas ce que tu as fait. Sa voix était basse, empreinte de venin. Mais nous sommes dehors. Fini. Tu nous as ruinés, maman. J'espère que tu es contente. C'était tout. Pas d'excuses. Pas l'ombre d'un regret. Juste du blâme. Comme si j'avais déclenché un piège qu'ils avaient eux-mêmes tendu. À midi, le message de Chloé a suivi. Plus long, plus désespéré. Éléonore, si tu voulais nous faire du mal, bravo, nous sommes expulsés. J'espère juste que tu dormiras bien cette nuit. Tu as détruit ta famille. Ce mot, détruit, s'est accroché à moi toute la journée, lourd et suffocant. Comme si ce n'était pas aussi leur famille, comme si je n'avais aucun droit de m'éloigner de personnes qui m'avaient utilisé, jeté comme un outil cassé. J'ai éteint le téléphone, faisant taire les accusations, coupant le dernier fil de leur vacarme. Je suis allée à l'épicerie du coin, l'air vif, un choc bienvenu sur mon visage. J'ai acheté un petit carnet à spirale. Dans la chambre d'appart-hôtel, je me suis assise sur le lit. J'ai ouvert la première page et avec un stylo qui me semblait étonnamment lourd en main, j'ai écrit une seule phrase indélébile. Aujourd'hui, ils ont tout perdu. Et dans cet acte, dans cette déclaration tranquille et délibérée, j'ai trouvé mon propre silence. Un silence puissant, inébranlable. Un silence qui me parlait à moi-même. La promesse d'un avenir où mon histoire serait enfin la mienne. Quelles vérités inexprimées gardons-nous en nous, attendant le bon moment pour les revendiquer? Ils ne sont pas restés silencieux longtemps. 2 jours après l'expulsion, le silence que j'avais cultivé fut brisé, non par des cris, mais par le bourdonnement incessant de l'indignation publique. Chloé avait déchaîné sa version de l'histoire sur Instagram. Un récit méticuleusement élaboré, étalé sur 10 diapositives aux couleurs pastel, toutes intitulées « Quand la famille vous trahit ». Chaque image détaillait une version de la vérité, tordue et polie. Ils avaient ouvert leur maison par amour, accueilli un parent âgé en deuil, seulement pour être pris au dépourvu par des ruses juridiques et la manipulation. Elle a carrément appelé cela de la maltraitance des aînés. Les commentaires affluaient, un torrent de sympathie numérique. Des dizaines d'étrangers, dont aucun ne me connaissait, se sont acharnés. Certaines personnes veulent juste contrôler leurs enfants pour toujours. C'est pourquoi les limites comptent. Tu es si forte, Chloé. On t'envoie de l'amour. Chaque mot était une minuscule aiguille, piquant les bords de ma détermination. J'ai fait défiler, mon pouce avançant lentement, méthodiquement. Puis j'ai vu le commentaire de Thomas, froid et inébranlable, sous l'un des posts les plus dramatiques de Chloé. Tu as tout fait correctement. Tu as protégé notre avenir. Elle a choisi la destruction. J'ai fixé cela longtemps. Non pas parce que ça faisait mal, plus maintenant, mais parce que je ne pouvais pas croire qu'il puisse mentir si facilement, si publiquement. Il fut un temps où il aurait pleuré, si je l'avais ne serait-ce que réprimandé pour avoir cassé une assiette. Maintenant, il me dépeignait comme un monstre à des étrangers sur Internet, orchestrant un récit public de ma chute. L'aversion à la perte était claire. Ils avaient perdu la maison, mais ils essayaient de sauver leur image, leur statut social, au détriment de ma réputation. Il ne s'agissait plus seulement de la maison. Il s'agissait d'effacer mon bon nom, mon histoire même. J'étais effacée en temps réel,
mon vrai moi remplacé par leur méchante fabriquée. J'ai pensé à me défendre. Mes doigts ont frémi, imaginant la preuve claire et indéniable que je détenais. L'acte notarié, le reçu de virement de 180 000 €, la confirmation de saisie, de financements privés régionaux, les captures d'écran du texte glaçant de Chloé. Une fois qu'elle est partie, on pourra enfin planifier la chambre de bébé. Je pouvais les exposer, lever le voile sur leur mascarade. Mais alors, un murmure silencieux, un vieil écho, s'est installé dans mon esprit. La voix de mon père. « Ne te bats pas avec des gens qui se roulent quand la boue, Éléonore. Tu ne feras que te salir, et ils en profiteront. » Ces mots étaient un bouclier, un rappel silencieux que ma dignité ne se trouvait pas dans leur arène publique. Alors je suis restée silencieuse. Je n'ai pas répondu. Mais ce n'était pas fini. Loin de là. En quelques heures, l'indignation publique avait fait des vagues dans mon petit monde. Mon téléphone a commencé à vibrer. Un tremblement constant de messages entrants. Des SMS de personnes à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Ma cousine Sophie, une femme de mon ancien groupe paroissial, la sœur d'Armand. Tous posaient la même question. « Éléonore, que se passe-t-il » Le récit de Chloé s'était répandu, transformant des connaissances lointaines en participants involontaires à leur campagne de diffamation. Elle avait réussi à présenter les choses. J'étais celle qui les avait trahis, qui avait en quelque sorte saboté leur maison par amertume. Ils ne savaient rien de l'argent que j'avais donné, ni des chuchottis cruels, ni de la façon dont ils m'avaient forcé à partir, ni du prêt secret que Thomas avait contracté dans mon dos. Elle a simplement joué la victime. Puis vint le coup frappé à la porte. Doux d'abord, puis un peu plus ferme. Je n'avais rien commandé. Je n'ai pas bougé tout de suite. J'avais assez vécu pour savoir que l'hésitation est parfois une protection. Après un second coup, j'ai ouvert la porte d'un entrebâillement. Devant moi se tenait une femme d'une 50aine d'années, vaguement familière. Son visage était bienveillant, ses yeux sérieux. « Éléonore Delorme ?» demanda-t-elle d'une voix douce. « Vous ne vous souvenez probablement pas de moi. Je suis Dorine. Je travaille pour le service logement de la mairie. J'ai vu des publications. Je voulais juste entendre votre version. » Mes yeux ont cligné. Une étrangère, tendant la main. C'était le premier acte de gentillesse inattendue que je ressentais depuis des semaines. Une minuscule fissure dans le mur de leur réalité fabriquée. Voulait-elle vraiment savoir? Ou était-ce un autre piège subtil? Son visage était bienveillant, mais ma garde était restée. Nous nous sommes assises dans le hall de l'appart-hôtel. L'air vicié pesait lourd, ponctué par le faible bourdonnement du distributeur automatique et le murmure lointain de la circulation. Dorine, la femme du service logement de la mairie, a poussé une tasse de café tiède sur la table. Ses yeux, j'ai réalisé, étaient réellement empathiques. Une compassion tranquille qui ébréchait mon mur soigneusement construit. « Éléonore Delorme », dit-elle, sa voix douce mais ferme. « Vous ne vous souvenez probablement pas de moi. Je travaille avec la mairie. J'ai vu des publications. Et je voulais juste entendre votre version. » J'ai cligné des yeux, prenant une lente gorgée du café amer. Ce n'était pas la confrontation agressive à laquelle je m'étais préparée. C'était une invitation directe et humaine. Mon esprit s'est emballé, pesant le risque. Était-ce un piège subtil? Un autre angle pour leur récit? Ou était-ce la première main tendue que je rencontrais depuis des semaines? Une lueur de réelle préoccupation au milieu du chaos fabriqué? Je l'ai regardé. Les petites rides sincères autour de ses yeux. Et un autre genre de silence s'est installé entre nous. Le silence de la contemplation, pas de la peur. « Je ne suis pas de la presse », a dit Dorine, comme si elle lisait dans mes pensées.
J'en ai juste marre de voir des gens bien se faire salir par des influenceurs, avec des coussins décoratifs assortis. Cette dernière phrase, si spécifique, si cinglante, a libéré quelque chose en moi. Cela montrait qu'elle comprenait la cruauté calculée de la performance de Chloé. Et ainsi, j'ai commencé à parler. Je lui ai tout raconté, non pas avec colère, mais avec une honnêteté tranquille et dévastatrice. Chaque euro que j'avais viré à Thomas, les 180 000 euros entiers de l'assurance vie d'Armand. Chaque dîner que j'avais cuisiné, chaque serviette que j'avais pliée dans leur maison stérile. Les insultes occasionnelles que j'avais avalées. Les manières subtiles dont ils m'avaient fait sentir comme une invitée indésirable dans une maison que j'avais aidé à acheter. J'ai décrit avoir entendu leurs plans, les mots glaçants. Elle ne cédera pas sa part tant qu'elle ne se sentira pas indésirable. Mais la mal à l'aise, elle partira d'elle-même. J'ai raconté la demande directe de partir. Le « pas de place pour toi » qui coupait plus profondément que n'importe quel coup physique. Dorine n'a pas pris de notes. Elle a juste écouté. Son regard stable, hochant occasionnellement la tête, une compréhension tranquille naissant dans ses yeux. C'était une sensation étrange et vulnérable de raconter une douleur si vive à une étrangère. Pourtant, à chaque mot, une fraction du lourd fardeau que je portais semblait s'envoler. C'était une empathie silencieuse, une reconnaissance qui validait ma vérité bien plus que n'importe quel argument que j'aurais pu poster en ligne. Quand j'ai eu fini, le bourdonnement du distributeur automatique semblait plus fort, le calme dans le hall plus profond. Dorine a tendu la main à travers la table, faisant glisser une petite carte de visite vers moi. « Si vous avez besoin d'aide pour trouver un logement permanent, Éléonore, » a-t-elle dit, sa voix ferme. « Laissez-moi y jeter un œil. J'ai des leviers que je peux actionner. » C'était la première gentillesse non sollicitée, la première offre de soutien véritable que je ressentais depuis des semaines. Pas de la pitié, mais une aide pratique et tangible. Cette nuit-là, de retour dans ma chambre, j'ai ouvert mes emails. Un nouveau message se trouvait dans ma boîte de réception. L'objet disait « Demande d'interview, magazine local de Lyon ». Mon doigt a plané au-dessus. J'ai fermé l'ordinateur portable sans lire le reste. Je n'étais pas prête à raconter mon histoire à leurs conditions. Pas encore. Mais je l'ai transféré à moi-même, changeant l'objet en un simple rappel interne. Garde ça. Une graine d'un autre type d'action était en train d'être semée. La pression publique, cependant, ne faiblissait pas. Cette semaine-là, Chloé a redoublé d'efforts dans sa campagne sur les réseaux sociaux. Elle a posté une vidéo TikTok. Elle la montrait debout devant un camion de déménagement, le mascara coulant visiblement sur ses joues, un ventre de grossesse dramatiquement proéminent, tenant une pancarte en carton qui criait « Expulsée par ma belle-mère ». Cela a explosé en ligne, gagnant près de 80 000 vues en seulement 2 jours. Les gens dans les commentaires taguaient des chaînes d'information, proposant de lancer des cagnottes solidaires. L'indignation morale collective, alimentée par sa performance manipulatrice, était dirigée droit sur moi. Et puis, la goutte d'eau. Le curé de mon ancienne paroisse m'a envoyé un SMS. « Éléonore, que se passe-t-il? Puis-je vous appeler ?» Ce n'étaient plus seulement des étrangers ou des parents éloignés. C'était ma communauté, des gens qui me connaissaient, dont l'opinion comptait pour moi. Leurs questions, alimentées par les mensonges soigneusement élaborés de Chloé, ont transpercé ma résolution de rester complètement silencieuse. La rébellion tranquille ne suffisait plus. J'ai sorti l'acte notarié, la preuve définitive. J'ai sorti le relevé bancaire montrant mon virement de 180 000 euros. J'ai sorti l'email de Marc, confirmant la saisie. J'ai fait des captures d'écran du texte glaçant de Chloé. Une fois qu'elle est partie, on pourra enfin planifier la chambre de bébé.
Puis, d'une main froide et ferme, j'ai tout envoyé. Au curé, à mes cousins, au groupe de discussion des dames de l'église. Je n'ai pas ajouté un seul mot de commentaire. Juste des preuves. 5 minutes plus tard, ma nièce a répondu. Son message laconique. Oh, alors elle a menti à tout le monde. Puis, un silence profond. Personne n'a défendu Chloé. Personne n'a offert d'excuses. Je savais qu'ils avaient vu. Je savais que le lien était brisé. Plus tard dans la nuit, le nom de Thomas est apparu sur mon téléphone. S'il te plaît, appelle-moi. Parle-moi juste. 10 minutes plus tard, un autre message. Je sais que les choses ont mal tourné, mais tu es toujours ma maman. Je n'ai pas répondu. Non pas parce que je le haïssais, mais parce que certains ponts ne brûlent pas d'un coup. Certains s'effondrent, pièce par pièce, chaque fois que quelqu'un que l'on aime décide que vous êtes jetable. J'ai fixé le téléphone longtemps avant de le verrouiller et de le glisser dans le tiroir. Puis je me suis allongée sur le lit de l'appart-hôtel et j'ai murmuré dans le silence. Toujours ta maman, mais pas folle. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai dormi 8 heures sans me réveiller une seule fois. La clarté de la vérité, autrefois cachée, avait commencé sa douce ondulation et le chemin à suivre devenait étonnamment clair. Avez-vous déjà ressenti le pouvoir incroyable qui vient de l'acte de finalement dire sa vérité? Même si ce n'est pas au monde entier, mais juste à ceux qui comptent vraiment. Cela commença par un bouquet de lys blancs. Ils étaient posés devant ma porte d'appart-hôtel, dans un vase en verre bon marché, le genre que Thomas ramenait à la maison du supermarché quand il était adolescent, essayant de s'excuser d'avoir abîmé la voiture ou d'avoir raté un examen. Un mot était glissé parmi les tiges. « Parlons, s'il te plaît. Pas de nom. Juste ça. Je ne les ai pas touchés. Je ne les ai pas rentrés. Je les ai laissés là toute la nuit. Au matin, ils avaient commencé à faner, leurs bords brunissants. Le réceptionniste a demandé si je voulais les jeter. J'ai dit oui. Cet après-midi-là, Thomas est arrivé en personne, sans prévenir. Un coup sec à la porte vers 14 heures. « Maman, c'est moi. On peut parler ?» Je l'ai observé par le Judas pendant une longue minute. Il avait l'air fatigué, pâle, comme quelqu'un qui n'avait pas dormi, tout comme moi. Contre mon meilleur jugement, une étincelle de ce vieil instinct maternel. J'ai entrouvert la porte. « 5 minutes !» ai-je dit. Il hocha la tête comme un enfant à qui l'on offre une seconde chance. Nous nous sommes assis aux extrémités opposées de la petite table ronde, près de la fenêtre. Je l'ai regardé essayer de trouver quelle version de lui-même il devait être. Finalement, il s'est décidé pour le calme et la tristesse. « J'ai fait une bêtise, » dit-il, sa voix basse. « Je sais que j'aurais dû te parler du prêt. Je n'aurais pas dû laisser Chloé te parler comme ça. J'ai juste paniqué. Je n'ai rien dit. J'ai juste attendu. Elle est enceinte, ajouta-t-il, comme si cela expliquait tout. Nous avions peur. Pendant une fraction de seconde, je revis le garçon qui pleurait quand je partais pour mes gardes de nuit. Mais il n'était plus ce garçon. C'était un homme qui m'avait expulsé de mon propre investissement et m'avait peinte comme la méchante en ligne. « Je ne suis pas venu pour me disputer, » dit-il, bougeant sur sa chaise. « Je me demandais si tu serais prête à signer un document. Rien de grave, juste quelque chose pour nous aider à négocier avec le prêteur afin de nous remettre sur les rails. » C'est à ce moment-là que mon instinct a hurlé. Il n'était pas venu pour la paix. Il était venu parce qu'il pensait toujours que j'étais un levier qu'il pouvait actionner quand les choses tournaient mal. « Montre-moi, » ai-je dit. Il hésita, puis sortit un dossier en carton dessous son bras et me tendit le document. Je l'ai lu une fois, puis encore. Ce n'était pas seulement un formulaire de consentement. C'était une procuration partielle, habilement déguisée sous un jargon juridique, qui lui donnerait un accès limité pour gérer la procédure de saisie immobilière.
Un accès qui pourrait, subtilement, mener à mes comptes bancaires, à mon fonds de retraite. J'ai posé le document. « Dehors », dis-je. Il cligna des yeux. « Maman, dehors ». Je me suis levée lentement. Il se leva aussi, comme s'il pensait pouvoir sauver la situation, avec une phrase de plus. « On va perdre l'avenir du bébé, maman. » Je le regardais droit dans les yeux. Ma voix neutre. « Tu l'as déjà fait. » Il partit sans un mot de plus. J'ai fermé la porte à clé derrière lui, et je suis restée là jusqu'à ce que mes mains cessent de trembler. Ce n'était pas la peur. C'était l'adrénaline d'une limite fermement maintenue. Puis j'ai appelé la réception de l'appart-hôtel et j'ai demandé à être transférée dans une nouvelle chambre. Étage différent, couloir différent. Ils n'ont pas demandé pourquoi. J'ai tout emballé en 15 minutes et j'ai changé de chambre avant le dîner. J'ai bloqué le numéro de Thomas cette nuit-là, non pas parce que j'étais en colère, mais parce que je devais me protéger de la partie de moi qui voulait encore croire qu'il était sincère quand il disait qu'il avait fait une bêtise. Avez-vous déjà dû couper les ponts? Non pas reine, mais pour protéger le sanctuaire tranquille de votre propre paix, la nouvelle chambre était identique. Pourtant, elle me semblait une forteresse. J'ai déménagé mes quelques affaires moi-même. Chaque aller-retour dans le couloir, une déclaration silencieuse d'indépendance. La nouvelle chambre était le miroir de l'ancienne. Même moquette délavée, même tableau générique sur les murs. Mais ici, l'air semblait différent, plus pur. Mon téléphone était resté éteint, une brique silencieuse dans mon sac. Je ne fuyais pas. Je me retirais, consolidant mes forces. J'avais tracé une ligne. Et maintenant, je m'installais dans l'après-coup silencieux. Ce soir-là, j'ai enfin ouvert mon ordinateur portable. L'email de Chloé m'attendait. Pas d'émoji, pas de hashtag. Juste un court message brut qui disait « Je ne sais pas ce qu'on est censé faire maintenant. On n'a plus rien. Je sais que tu me détestes, mais pense au bébé. » Je fixais l'écran, sentant la chaleur de ses mots pressés contre mes côtes. Le désespoir était réel, mais la manipulation aussi. Pense au bébé, le levier ultime. J'ai fermé l'ordinateur portable sans répondre, me suis préparé une tasse de tisane à la menthe et j'ai regardé les lumières du parking de l'appart-hôtel scintiller contre le ciel assombrissant. Pas encore. Ma réponse n'était pas une réplique, c'était un règlement de compte, toujours en gestation. 3 jours passèrent, une période de routine paisible et undisturbed. Puis, un dimanche à 19h42, un léger coup frappait à ma porte d'appart-hôtel. Mon cœur s'est emballé. J'étais en pantalon de pyjama, à la moitié d'une tasse de thé, quand j'ai regardé par le Judas. C'était Chloé. Ses cheveux étaient en plus ébouriffés que d'habitude, son visage tiré. Mais elle tenait un nourrisson emmitouflé dans une couverture rose douce. Un sac allongé en bandoulière, comme une offre de paix. J'ai eu le souffle coupé. Je n'ai pas ouvert la porte tout de suite. « Éléonore » appela-t-elle doucement, sa voix ténue. Je ne suis pas là pour me disputer. Juste, on ne sait plus quoi faire. Thomas craque. On nous a mis à la porte de la location qu'on avait trouvée. Ils ont dit qu'on n'avait pas passé le contrôle de solvabilité. « S'il te plaît, je peux entrer ?» J'ai entrouvert la porte de quelques centimètres. Son maquillage était estompé, ses yeux rouges, gonflés. Le bébé, une fille, bougea légèrement et laissa échapper un doux petit couinement capricieux. Chloé la berça doucement. « Elle s'appelle Lily », murmura-t-elle, sa voix se brisant. « Elle est à toi aussi. Ne nous rejette pas. Ça a frappé plus fort que je ne m'y attendais. Je ne connaissais pas le nom du bébé. Je n'avais pas voulu. Mais la voilà. Une petite vie innocente, transformée en arme. Un tiraillement profond, angoissant. J'ai ouvert la porte et l'ai laissée entrer. Elle entra lentement, comme une invitée, incertaine des règles.
jetant un coup d'œil autour de la petite pièce. « Tu aimes toujours qu'il fasse froid ici, hein ?» proposa-t-elle, un sourire fatigué. Je ne répondis pas. Elle s'assit prudemment sur le bord du lit de l'appart-hôtel, berçant doucement Lily. « On a vraiment tout gâché ?» dit-elle, sa voix à peine un murmure. J'ai dit des choses que je ne pensais pas. On était stressés, effrayés. J'ai hoché la tête, non pas parce que je lui pardonnais, mais parce que j'avais besoin qu'elle continue de parler, qu'elle montre son jeu. « Oh, Thomas est trop fier pour l'admettre, » continua-t-elle, son regard fixé sur le bébé. « Mais il se noie, nous deux aussi. Nos comptes bancaires sont gelés. Nous devons plus de 10 000 € en frais de retard et pénalités. Nos téléphones sont sur du sursis. Et je ne sais pas où nous allons d'ici. » Je l'observais. Je la regardais, sa lèvre inférieure trembler. Je la voyais cligner trop vite des yeux quand elle parlait de la solitude de se sentir dans un monde qui avait continué sans eux. Mon empathie était une bougie vacillante, constamment mise à l'épreuve par l'éclat calculateur dans ses yeux. Puis je l'ai vue. Une étiquette de marque pendait encore du sac à langer. Je me suis rapprochée. Le logo, Posh Baby, une ligne de créateur, plus de 900 €. « C'est neuf », dis-je en pointant du doigt. Ma voix était calme, stable. Chloé hésita. « C'était un cadeau », dit-elle trop vite. « D'une amie. » Je n'ai rien dit. Je me suis juste levée lentement et me suis dirigée vers la fenêtre. De là, je pouvais voir une voiture de location au ralenti près du trottoir. Un SUV noir. Pas bon marché. Pas en panne. Pas désespéré. Mes soupçons se sont transformés en certitude. « Tu es venue ici pour obtenir quelque chose, » dis-je. Elle tressaillit. « Je suis venue ici pour demander de l'aide, » répliqua-t-elle. « Non, » corrigeai-je, me tournant vite pour lui faire face. « Tu es venue ici pour filmer quelque chose. Où est-ce » Ses lèvres s'entr'ouvrirent, puis se refermèrent. Elle se leva, serrant Lily plus fort. « De quoi tu parles ? Ton téléphone, ton sac à main, peu importe. Je l'ai vu dans la poche latérale du sac quand tu t'es assise. Tu enregistres ça. » Ses lèvres s'entr'ouvrirent de nouveau, puis se refermèrent, vaincues. « On voulait juste des preuves, » dit-elle doucement. « Au cas où tu essaierais de déformer les choses. » Je la fixai pendant ce qui me parut une minute entière, l'air épais de vérité tacite. « Dehors, » dis-je. Ma voix était basse, empreinte d'une autorité qui ne laissait aucune place à la discussion. « Éléonore, maintenant, ouvre la porte et emporte le sac à langer de pacotille avec toi. » Elle ne bougea pas. Je m'avançai, plus près que jamais d'elle dans la colère, mon regard fixe. « Que les choses soient claires, Chloé. Je ne suis pas ton scénario. Je ne suis pas ta méchante. Et je ne suis sûrement pas ton distributeur de billets. Sors de ma chambre avant que j'appelle la police. » Elle prit Lily lentement, la serrant contre elle, son visage un masque de défaite. « C'est ta petite fille. »« Non, » dis-je, ma voix tranchant son plaidoyer désespéré. « C'est ton enfant. Élève-la mieux que tu ne traites les gens. » Chloé sortit, le dos raide. Elle marcha jusqu'à la voiture et monta dedans. Et en quelques secondes, ils partirent. Je fermai la porte, la verrouillai et m'assis sur le lit sans bouger pendant longtemps. Mes mains tremblaient de nouveau. Mais ce n'était pas la peur, c'était l'adrénaline, le tremblement silencieux d'une bataille gagnée. Chloé était venue pour me piéger à dire quelque chose de cruel devant la caméra. Quelque chose qu'il pourrait couper, monter, poster en ligne, transformer en clic de sympathie. Et je ne le lui avais pas donné. J'étais restée calme, résolue. Mais je n'avais pas fini. Il restait une dernière vérité publique à raconter. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où le silence, où le simple fait de tenir bon, est devenu votre forme de communication la plus puissante? Le sceau lourd du tribunal ressemblait à une vérité finale et indéniable.
2 jours plus tard, l'épaisse enveloppe glissa sous ma porte d'appart-hôtel. J'ai fait 5 copies de l'ordonnance restrictive. L'une, non signée. Je l'ai envoyée par la poste à Chloé et Thomas avec un post-it. Vous vouliez du légal. Vous l'avez eu. Cette nuit-là, avec une nouvelle détermination, j'ai répondu au magazine local de Lyon. J'ai tout envoyé. L'acte notarié, le reçu des 120 000 €, la preuve de saisie, les SMS, la photo du sac à langer de marque de Chloé. Objet. Puisqu'ils veulent parler, parlons. Le rédacteur en chef a appelé « Nous vous croyons ». J'ai accepté, à condition d'inclure ma phrase. Ce n'est pas une vengeance, c'est une clarté. L'article a paru dimanche. Quand l'aide devient une arme, le témoignage d'une mère sur la trahison financière. Il a fait des vagues à Lyon, déclenchant des discussions sur le sentiment de droit. Mon nom est apparu, non pas comme la méchante, mais comme quelqu'un qui était tranquillement réintégré. Le véritable changement est venu vendredi. Je suis passée devant un café. À l'intérieur, Thomas était assis seul. Nos regards se sont croisés. Pas de recul, pas de signe de la main, juste de la distance. Un lien qui n'existait plus. J'ai continué de marcher. Je n'ai pas pleuré. Cette nuit-là, son email, j'ai lu l'article. Je ne te contacterai plus. Je suis désolée que tu aies eu l'impression de n'avoir pas le choix. Je l'ai archivé. Le lendemain matin, le mot de Dorine. Votre dossier est approuvé. Les clés vous attendent. Mon nouvel appartement à La Rochelle. Vue sur l'eau, abordable. Je me suis levée, réalisant que j'avais cessé de regarder par-dessus mon épaule. J'en avais fini de m'excuser d'exister. Ce soir-là, j'ai mis à jour mon testament. Le nom de Thomas a été retiré. Tout a été partagé entre un refuge pour femmes victimes de violences, un programme d'alphabétisation et un refuge pour animaux. Un dernier email à mon avocat. S'il contestait un jour, tout rendre public. Le dernier SMS est arrivé ce week-end-là, de Chloé. 4 mots. On a tout perdu. Bravo. Je l'ai lu. Je l'ai supprimé. Pas de réponse. J'ai fait mes valises, non pas en fuyant, mais en m'arrêtant enfin. Ils ont dit que je n'avais pas de place. J'ai prouvé que je n'avais jamais eu besoin de la leur. L'appartement était plus petit mais plus lumineux. Le soleil entrait à flot. Je suis entrée, laissant le silence me frapper. Mon espace. Pas de cris, pas de fausses excuses. J'ai préparé du thé. Je suis allée sur le balcon. Pas de vue sur l'océan, mais je l'ai entendu. Suffisant. Mon téléphone est resté silencieux. J'ai juste déballé mes affaires, rempli mon frigo. Mercredi, j'ai marché sur la promenade. Personne ne me connaissait. J'ai choisi un coquillage bleu chez un peintre. Bon choix, dit-elle. Pour les gens qui ont laissé partir quelque chose de lourd. Je l'ai nommé paix. Des jours, puis des semaines. Un rythme. Café, marche, journal, cours d'art. Walter, mon instructeur, racontait des blagues terribles. « Tu peins comme quelqu'un qui a survécu à quelque chose », dit-il. C'est le cas. Le passé, un tiroir scellé, jusqu'à la lettre. L'écriture brouillonne de Thomas. Je sais que je ne peux pas défaire ce que j'ai fait. Je n'attends rien. Je veux juste que tu saches que j'essaie. Nous l'avons nommée Éléonore Lily Delorme. Je l'ai lu, plié, placé avec l'acte notarié annulé. Pas de pleurs, pas de sourire, juste les mots. Ce soir-là, j'ai marché sur la plage, pieds nus. Les vagues s'écrasaient. J'ai pensé à la fille qu'on nommait, d'après moi. À l'homme qui était mon fils. Il était parti. Peut-être que quelqu'un de meilleur était né de sa ruine. Pas mon fardeau. Je suis rentrée à la maison, blottie avec un livre, juste la paix. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Pas de message. Je l'ai laissé s'estomper, puis j'ai murmuré 5 mots. Pas de place ici non plus. Le monde a continué sa route.
Et moi aussi. Qu'auriez-vous fait à la place d'Éléonore? Laissez vos réflexions en commentaire. J'aime beaucoup lire ce que vous en pensez. Et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner pour ne jamais manquer un autre parcours de résilience.